Allons-y alors. Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue à ce webinaire, à cette rencontre entre les étudiants de Sciences Po et les alumni. Donc, je suis Sophie Bichon, je suis la coprésidente du Cercle franco-italien des alumni Sciences Po qui regroupe les alumni de Sciences Po qui évoluent entre la France et l'Italie. Et nous sommes donc à l'origine de ce webinaire avec la section Italie qui regroupe l'ensemble des alumni de Sciences Po évoluant entre Milan et Rome et les étudiants de l'association La Strada qui regroupe l'ensemble des étudiants franco-italiens de Sciences Po. Donc, nous sommes ravis de vous avoir ce soir. Un grand merci à nos intervenants qui sont ici parmi nous. Il s'agit ce soir de la 6e rencontre étudiants-alumni que nous organisons. Nous avons déjà organisé des rencontres entre les étudiants et les alumni dans le secteur du luxe, de l'énergie, de la culture ou encore des affaires publiques. Et l'objectif est donc de permettre aux étudiants de connaître le parcours de professionnels qui évoluent entre la France et l'Italie dans le secteur de l'énergie. Donc ce soir, nous avons un focus sur cette thématique. Sans prendre plus de temps autant de paroles des participants, je laisse la parole à Maximilien Picard, qui est donc le président de l'association La Strada, qui est notre modérateur ce soir et qui vous décrira donc comment va se passer ce webinaire. Donc j'espère que vous le trouverez riche en apprentissage et je souhaite à tout le monde une très bonne soirée. Merci Sophie. La Strada est en effet l'association franco-italienne de Sciences Po depuis bientôt 10 ans. Nous avons un triple objectif de faire découvrir l'Italie à travers des webinaires, des conférences, des dégustations, des visites, d'accueillir les étudiants italiens et de conseiller les Français qui partiraient à l'étranger, puis enfin de partager un certain nombre de conseils. Donc ce soir, le webinaire se divisera en 2 parties. Une première partie d'intervention et de témoignage par nos invités, suivi d'un temps de dialogue avec des questions de la part des étudiants. Libre à vous de participer par écrit ou à l'oral. Donc, nous avons le plaisir ce soir d'entendre tout d'abord Marco Venturini, Executive Vice President Sales Marketing chez Vaga Energy, qui est diplômé d'un MBA à Sciences Po, promotion 1997. Ensuite, nous entendrons Pierluigi Zagariga Visconti, qui est le fondateur de Back to Grid Energy Storage Solutions, également titulaire d'un MBA à Sciences Po, promotion 2024, et d'un master à l'Université de Bologne. Et enfin, nous entendrons Samuel Renard, qui est directeur énergie renouvelable chez Engie Italia, qui est lui diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées. Donc, je rappelle à tous les participants de bien vouloir couper leur micro pour ne pas gêner nos intervenants. Et je vais laisser maintenant la parole tour à tour aux intervenants, une dizaine de minutes, pour parler de leur parcours scolaire et universitaire, leurs expériences professionnelles, les choix et motivations qui les ont guidés. À vous, Marco Venturini. Merci Maximilien. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. J'ai un parcours un peu particulier. J'ai commencé avec jurisprudence, donc j'ai fait du droit à Turin. J'ai ensuite commencé à travailler à la Générale des Eaux et au bout de 7 ans, j'ai fait un MBA à Sciences Po. En 97, effectivement, ça remonte. Puis je suis retourné sur les bancs d'école à INSEAD d'une part, et puis ensuite, plus tard, à Dauphine, au master énergie, finance, carbone. Je suis un passionné d'environnement, de climat et d'énergie, vous allez le voir. Donc, j'ai commencé effectivement dans les services à l'environnement, et notamment l'eau et l'assainissement chez Veolia. J'ai fait une carrière assez internationale. J'ai commencé par des postes de direction générale en Italie, sur de petites filiales que Veolia avait rachetées. J'y ai passé 6 ans avant de faire une année de césure pour faire ce MBA à Sciences Po. J'ai recommencé chez Veolia plutôt sur les pays du Maghreb, d'abord au Maroc. Et là, j'ai rencontré l'énergie pour la première fois sur une concession de distribution d'électricité associée à l'eau et l'assainissement dans le nord du Maroc, pour ensuite prendre le poste de directeur de l'Europe du Nord, de l'Europe de l'Est, chez Veolia toujours, eau et assainissement. Là, j'ai plutôt pratiqué les pays de l'ancien bloc soviétique, avec des problématiques de concession long terme et d'investissement dans des pays très différents des nôtres à l'époque. Puis j'ai suivi le marché scandinave et du Benelux pour ensuite, en fin de carrière chez Veolia, où j'ai passé quand même 18 ans, prendre le poste d'administratore delegato, donc patron de pays pour l'Italie.
où j'ai passé 2 ans. Et ensuite, j'ai poursuivi ma carrière dans le recyclage. J'étais déjà de Paprec. Je l'ai fait pendant 5 ans. Puis, je suis allé bosser pour un fonds d'investissement américain dans le domaine des sites et sols pollués, donc une autre niche de l'environnement. Et enfin, je me suis fait, éloigner par ce fonds d'investissement américain. C'est un point important à savoir. Les méthodes américaines ne sont pas les mêmes qu'en Europe, c'est-à-dire que le CEO américain a changé, il a changé de stratégie, donc il a changé de chef pour l'Europe. J'ai été donc sorti de l'organisation en 10 minutes chrono. Ça se vit une fois dans la vie et c'est assez choquant. À ce moment-là, j'ai donc monté ma petite activité de conseil, plutôt conseil en stratégie, en développement en France, sur des métiers de levée de fonds, de start-up, d'accompagnement de sociétés innovantes. J'ai levé de fonds publics et privés, donc des subventions et des mix avec des financements long terme, pour ensuite, un jour, démarcher Waga Energy, qui est donc l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui depuis 3 ans. Donc, Waga Energy est une start-up, elle fait partie des 20 sociétés identifiées par le gouvernement français comme étant les green tech avec un fort potentiel à la fois de développement en France et à l'international, avec donc un métier très particulier qui est celui de l'épuration du gaz issu de la fermentation des déchets en décharge, un biométhane, pour être injecté dans les réseaux, entre autres de Engie, partout dans le monde. On a commencé, donc l'entreprise est née en 2015, on a installé la première unité en 2017. Aujourd'hui, on en a 10 qui tournent, on en a 12 en construction. On a signé notamment en France, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, et on poursuit le développement à la fois en Europe et notamment en Italie, mais aussi en Australie, en Amérique latine. Et il y a 1 mois et demi, on a réussi à entrer en bourse. Donc, on est coté sur Euronext, ce qui nous a permis de lever des fonds pour réaliser le modèle économique qui est le nôtre, à savoir on est concepteur, constructeur, exploitant et financeur de nos unités. On propose à nos clients d'investir à leur place et en fait de transformer le biogaz de décharge, qui est, comme vous le savez, un très fort émetteur de gaz à effet de serre, en biométhane injecté, et donc de créer de la valeur en produisant de l'énergie renouvelable, du gaz en particulier, qui est une énergie particulière puisqu'elle peut être stockée, elle peut être utilisée de 1000 façons, entre autres en transport, mais également un chauffage pour l'industrie, etc. Et d'essayer de notamment produire ce gaz à parité grid, donc au prix de marché. Ce qu'on est arrivé à faire, notamment sur un projet en Espagne, où nous avons réussi à signer le premier PPA de long terme, qui nous a permis de financer un financement de projet, ce premier projet espagnol. Donc, en gros, mon message, c'est que le monde de l'énergie aujourd'hui est en très forte évolution, évidemment, mais il est porté pour moi par 2 ou 3 grands axes. D'abord, le changement climatique qui conduit à la transition énergétique. Ça, c'est un grand sujet dont on parle évidemment, mais il faut bien comprendre qu'il faut décarboner la production d'énergie, il faut réduire également la consommation d'énergie. Ces 2 aspects sont très fortement liés. Dans le mix énergétique, il faut toujours avoir en tête le fait que l'électricité répond uniquement à une partie de la question, non pas la totalité, évidemment. Si on veut remplacer les usages des carburants fossiles, et là je pense d'abord au charbon, évidemment, puis au pétrole et enfin au gaz, il faut qu'on arrive à trouver des sources alternatives. L'hydrogène, c'est très sympathique, mais ce n'est pas tout de suite, alors que le changement climatique est un problème immédiat qu'il faut pouvoir résoudre dans les 5-10 prochaines années. Il faut qu'on trouve la manière de prendre le virage. Et à ce titre, je pense que la production d'énergie renouvelable à prix de marché, pour que la solution soit acceptable en termes de prix, de coût pour les consommateurs, est un élément essentiel et qui doit être déployé sous forme de production locale, décentralisée le plus possible, et avec une vision de long terme en utilisant le plus possible les énergies fatales,
Le gaz de décharge en fait partie, mais évidemment, l'efficacité énergétique est aussi une réponse majeure. Pour ce faire, il faut aller chercher, je crois, toutes les innovations possibles. L'innovation n'est pas un vain mot, hein. L'innovation se fait aussi dans les organisations, se fait dans la manière de déployer des solutions technologiques, notamment à l'international. Je pense également que la France a une capacité d'innovation et d'accompagnement des sociétés innovantes qui est extraordinaire. Il faut savoir partir à l'international avec à la fois des bonnes règles je dirais, de prudence, mais aussi de courage, d'audace, et en même temps savoir y aller en groupe. C'est-à-dire la co-construction est vraiment un élément fondamental, je crois, des modèles économiques et des modèles organisationnels d'aujourd'hui. À l'international, on ne peut pas y aller tout seul, surtout quand on est une petite start-up. Il faut pouvoir y aller avec à la fois des grands partenaires et des autres partenaires complémentaires. C'est ce qu'on essaye de faire au travers de quelques projets FASEP, c'est-à-dire des projets d'innovation dans des pays en voie de développement portés, financés par le gouvernement français, mais également avec une logique de grands groupes, de partenariat avec les grands groupes. Dans notre cas, c'est évidemment les grands groupes de déchets français, Veolia Suez, mais également les autres espagnols, anglais ou américains, qui ont voilà, des grands sites sur lesquels notre technologie s'applique. Et donc, on est là sur une stratégie de grand compte pour déployer de manière je dirais, ordonnée, mais efficace et rapide cette innovation. Voilà, plein de questions. Là, j'ai fait vraiment très court. Je suis à votre disposition pour répondre. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que la formation Sciences Po, en tout cas pour moi, a été d'une grande utilité dans le sens de l'ouverture. C'est-à-dire qu'on peut être des spécialistes scientifiques, techniques, on peut être des spécialistes d'une chose, mais en fait, la vision générale, la vision helicopter view, comme disent les anglo-saxons, est fondamentale pour pouvoir à la fois bâtir une bonne stratégie et puis déployer les organisations, accompagner la croissance et surtout ne jamais perdre de vue l'objectif qui, dans notre cas, dans le cas de WAG Energy, le mien personnellement et au niveau de l'entreprise également, est vraiment l'objectif de contribuer de manière efficace avec une innovation qui fonctionne à la lutte contre le changement climatique. Je pense que c'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue, en tout cas dans mon cas. Et je vous invite à regarder les opportunités de carrière, les opportunités de collaboration avec les entreprises et les organisations, parce que les deux travaillent main dans la main aujourd'hui, avec voilà, cette logique-là qui me paraît la seule, enfin, une des causes les plus importantes du moment. Voilà, je ne sais pas trop combien de temps si j'ai dépassé mon temps de parole, mais je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup, Monsieur Venturini, pour ce premier témoignage. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Zagariga Visconti, qui est, je le rappelle, fondateur de Back to Grid Energy Storage Solutions. Votre microphone est coupé, Monsieur Zagariga. Encore, merci pour m'avoir convié à cette table ronde, à cette présentation. Je trouve ça très, très intéressant pour tout le monde de pouvoir échanger sur des sujets comme l'énergie et ce côté international et les relations avec l'Italie dans ce domaine en particulier. Personnellement, j'ai pareil, un parcours assez atypique. Je suis ici parmi vous parce que j'ai fait un MBA, mais à l'origine, je suis un ingénieur spécialisé dans le domaine de l'énergie, en particulier dans les systèmes de production et de transmission. Donc, quand à l'époque, ça commence à faire il y a quelques temps, il y a 25 ans, on me parlait, les sujets traités fondamentalement étaient les centrales charbon, centrales nucléaires, les systèmes de transmission, les réseaux. Et on nous disait deux choses fondamentales. Un, que l'énergie n'était pas stockable, et à la différence de l'eau et d'autres systèmes d'accumulation, et que la production, et qu'il fallait aller vers le nucléaire. Or, à l'époque, il y a eu un choix que pour l'instant, l'Italie est encore en train de vivre, celui de déroger à lancement de centrales de production d'énergie à base de nucléaire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Italie, il n'y a pas de centrale nucléaire.
Et donc, les seules solutions qu'on avait, qu'on nous propinait à l'époque, c'était des centrales gaz, centrales charbon. Et pour tout vous dire, j'avais comme support de cours au sujet des renouvelables et des batteries, une seule page. Depuis 25 ans, les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, on est vraiment dans la transition énergétique. On est en train de mettre de côté l'idée de vouloir investir massivement dans les infrastructures, que ce soit de transmission et de distribution, et également dans les centrales de production. Donc, on est plutôt dans voilà, on s'est tourné, ça fait déjà depuis 15 ans, dans les renouvelables, et depuis récemment, à peu près 3, 4 ans, 5 ans, dans les systèmes de stockage. Donc, je reviens au niveau de ma formation, donc ingénieur. J'ai eu la chance à l'époque d'avoir l'idée de vouloir faire l'Erasmus. Je pense que c'est toujours d'actualité, ça existe encore. Donc, l'Erasmus, c'était un programme européen d'échange entre les pays d'Europe, entre différentes écoles, universités, et ce qui m'a permis en fait de choisir de pouvoir partir pendant 1 an. Et j'ai eu le choix, j'avais carrément le choix, j'avais trois pays. Et alors, je ne vais pas vous cacher ma mère française, donc je suis franc-italien à l'origine, mais j'avais besoin d'ancrer un peu plus ma culture française en France, de découvrir ce pays. Donc, j'ai choisi de commencer de faire l'Erasmus en France et donc d'intégrer une école d'ingénieur. Et c'est de là où j'ai eu un premier poste en France au sein de EDF et dans le domaine des plutôt très théoriques, des calculs de champ magnétique. Ce n'était pas très sexy à l'époque. Mais en tout cas, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs stages en France, ce qui m'a donné envie de vouloir y rester et d'entamer ma carrière professionnelle en France. Alors, il y avait le nucléaire. À l'époque, je travaillais dans le domaine du nucléaire. Il y avait l'oil and gas aussi qui m'attirait. Si vous voulez, à l'époque, on était plutôt attiré par les grandes sociétés, les grands groupes. Et donc, j'ai eu l'occasion en fait, de travailler pour des grands groupes, EDF, ABB et Technip. Ce sont en fait CGEDEC. Ce sont les sociétés qui m'ont formé. Alors, au début, en tant que chef de projet dans les domaines de l'oil and gas, j'ai eu d'ailleurs l'occasion de pouvoir partir 2 ans encore à l'international au Moyen-Orient, en particulier à Abu Dhabi, où je m'occupais d'un bureau d'études pour servir les projets dans la plateforme du Moyen-Orient. Et donc, c'était une première vraiment expérience dans un pays qui m'était nouveau. Ce n'était pas la France, ce n'était pas l'Italie. Et c'est là où j'ai commencé à mûrir une certaine envie de vouloir revenir sur mes origines, donc l'énergie d'un côté et l'Italie de l'autre. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec des personnes de Sorgenia, qui était un groupe à l'époque qui était en pleine croissance et qui s'occupait d'énergie renouvelable et dans des pays en France et en Italie. Et on m'a proposé un poste de directeur technique. Je suis très technique, je souligne que j'ai eu des rôles de directeur technique dans plusieurs sociétés. Dans le domaine du renouvelable, je me suis occupé en particulier donc, de la construction, l'exploitation, le développement de parcs photovoltaïques, éoliens principalement. Jusqu'à récemment où, si vous voulez, étant donné que le renouvelable était arrivé à un niveau de maturité qui n'avait donné plus de possibilité d'innover, il y a toujours de l'innovation, mais le gros était fait. Je voyais surgir une nouvelle opportunité qui était le stockage, qui personnellement me permettait de revenir un peu aux sources, donc aux problématiques liées au réseau électrique, et qui m'a donné envie de me lancer en solo et en entrepreneur et de fonder ma société. Donc aujourd'hui, je travaille pour des grands groupes, je ne vais pas les nommer, mais j'ai des clients qui me donnent l'opportunité justement de
de traiter des sujets très variés, très complexes, liés au système de stockage, qui permettent justement de créer ce lien entre l'ancien, c'est-à-dire un réseau stable qui nécessite des centrales charbon nucléaire pour garder de la fréquence à 50 Hz, et tout ce qui est énergie fatale, donc des énergies qui ne sont pas tout le temps présentes, mais qui dépendent des conditions climatiques, de l'ensoleillement, de la présence de vent ou pas, et qui permettent justement de pouvoir intégrer un réseau tout en gardant un certain niveau de fiabilité. Et donc, le stockage est là pour ça. Donc, il y a vraiment une percée qui est due à cette innovation avec le lithium et l'automobile, qui a permis une réduction des coûts et de pouvoir commencer à fournir des services à un prix intéressant qui permettent justement de pallier à cette problématique d'énergie fatale. Donc, on est en plein dans une transition et j'ai vraiment la chance d'être vraiment dans une situation, je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas où le stockage a une place à jouer dans l'énergie. Pour terminer, le MBA m'a donné, oui, c'est clair que ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté l'assurance de pouvoir me lancer en entrepreneur, m'a donné les clés pour pouvoir justement discuter avec des développeurs, avec des différentes sphères au niveau des grandes sociétés et de pouvoir comprendre tous les besoins pour lesquels on peut apporter des solutions. Voilà, en gros. Merci beaucoup, M. Zagarriga Visconti. Et nous allons terminer cette première phase de témoignage en écoutant M. Samuel Renard, directeur énergie renouvelable chez Engie Italia. Bonjour à tous. Alors moi, je n'ai pas fait Sciences Po, je m'excuse, mais j'ai néanmoins de très bons souvenirs de Sciences Po, puisqu'à l'époque, les ponts et chaussées étaient rue des Saints-Pères, juste à côté de Sciences Po Paris, et nous avions l'occasion d'organiser des fêtes géantes ensemble. Donc, j'ai un très bon souvenir de la collaboration de Sciences Po et de l'école des ponts et chaussées. Alors, moi, j'ai un cursus assez classique. Hein. J'ai fait un maths sup, maths spé, et ensuite, je suis rentré à l'école des ponts et chaussées à Paris. Mon cursus de l'école des ponts était orienté technique, mais j'ai eu la chance, entre la deuxième et la troisième année, de partir un an à la Banque mondiale pour travailler sur des projets de développement, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et en rentrant de cette année de césure, cette première expérience à l'international, je me suis aperçu de deux choses. Un, c'est que j'avais envie d'international. Et deux, qu'il fallait que je réoriente un peu mon cursus pour, en cours de dernière année, orienter ma formation sur les métiers de la finance, puisque je me suis retrouvé un peu court à la Banque mondiale à ne pas pouvoir parler le langage nécessaire sur la finance, et je me suis dit que c'était important. Donc, j'ai fait une dernière année très orientée sur la finance à l'école des ponts, et en sortant de l'école des ponts, je suis parti pendant 2 ans en Malaisie avec le groupe Suez, où je me suis occupé de travailler sur des financements de projets, pour des projets de développement d'usines de traitement potable ou de concession de traitement d'eau sur la zone Asie du Sud-Est. J'y ai passé 2 ans, donc deuxième expérience, hein, après une année aux États-Unis, 2 ans en Malaisie. Je suis rentré, j'ai réalisé un premier rêve que j'avais, c'était de partir pendant 6 mois tout seul avec mon sac à dos. Et je suis parti en Amérique du Sud. Et ça a été aussi un point important pour moi parce que ça a confirmé mon envie d'international. Donc pendant 6 mois, je me suis dit, j'aurai tout le temps de trouver un travail. J'ai une bonne formation, j'ai un bon background, et donc je décide de partir. Et donc je suis parti seul comme ça pendant 6 mois en sac à dos. Et ça a été très formateur. En rentrant, j'ai dû me remettre à travailler. Donc, je suis parti ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans chez Veolia Environnement, dans la filiale énergie qui s'appelait Dalkia, pour développer des projets en Europe de l'Est de centrales à charbon et de centrales au gaz et de réseaux de chaleur. Et puis, suite à ça, je suis rentré dans le groupe Engie en 2005 et j'y suis toujours depuis 15 ans. C'est un groupe qui m'a beaucoup apporté. Moi, je suis un homme de groupe. Hein. J'ai vu que mes collègues avant ont tenté l'aventure entrepreneuriale et je les salue. Pour ma part, moi, je suis un homme de groupe et j'aime travailler dans des grands groupes. Et j'ai fait toute ma carrière dans des grands groupes et maintenant, je suis depuis 15 ans chez Engie.
Qu'est-ce que j'y ai fait? J'y ai fait beaucoup de métiers vers l'international et vers le business development, développer l'activité du groupe à l'export, à travers soit ce qu'on appelle la fusion-acquisition. J'ai été occupé plusieurs postes comme directeur de projet de fusion-acquisition. J'ai développé aussi des réseaux de gaz et des chaînes d'approvisionnement de gaz différents pays, en Turquie, en Grèce et en Italie. Et puis, j'ai décidé à un moment, après 10 ans plutôt de chef de projet, de démarrer à gérer des équipes. Donc, à passer la trentaine, je me suis dit qu'il manquait une corde à mon arc, c'était de plus être sur des projets, mais sur la gestion humaine et la gestion de compte de résultats. Et donc, vers les années, quand j'ai vers 30-32 ans, on m'a donné la possibilité, parce que j'avais le souhait, de gérer une entreprise. Et donc, j'ai piloté une filiale du groupe Engie qui avait environ 500 personnes et qui gérait les services à l'énergie pour les clients B2B et les hôpitaux en France. Et puis, à un moment, après avoir passé quelques années en France, j'ai envie de l'international. Et donc, ma femme a eu une opportunité de partir en Italie. Et donc, j'ai suivi ma femme en Italie. Je suis arrivé en Italie sans travail, mais on avait ce projet en se disant qu'on trouverait. Et donc, très rapidement, le même employeur, Engie, m'a proposé de prendre un poste en Italie. Et là, j'ai refait du business development, fusion-acquisition. Et puis, depuis quelques années, maintenant, je suis resté en Italie. Je suis devenu patron des activités renouvelables. Quel est notre métier? Donc, on construit, on développe, on construit, on finance. On exploite des champs photovoltaïques et des champs éoliens offshore ou onshore en Italie. Et donc, on est dans une période de forte croissance, comme le disaient mes collègues, puisqu'on est des acteurs forts. La transition énergétique passera forcément par les énergies renouvelables. Et donc, on a un appel d'air en ce moment très important sur l'Italie, comme sur plein d'autres pays, pour construire et développer des énergies renouvelables, et notamment des champs photovoltaïques et éoliens. Alors, sur ce parcours, qu'est-ce que j'ai envie de retenir et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur mon parcours? Ce qui a été fondamental pour moi, il y a 5 mots, en réfléchissant à ce que j'avais envie de vous dire, il y a 5 mots qui reviennent en fait pour moi. Un, l'international, puisque je pense que qu'on soit généraliste, qu'on vienne de Sciences Po ou qu'on ait fait les ponts en école de commerce, peu importe, à un moment, je pense que c'est important aujourd'hui de faire un tour à l'international, c'est fondamental. Et donc, et sortir un peu des sentiers battus. Et donc, je ne peux que vous conseiller de faire du grand international à un moment, aller au-delà des frontières européennes pour se confronter à d'autres cultures, d'autres méthodes de travail. C'est très formateur. Donc, le premier mot, c'est international. Je pense que ça a été fondateur pour moi et je pense que c'est fondateur pour chaque jeune qui sort d'école. Deuxième mot, c'est finance, qui me vient à l'esprit, puisque aujourd'hui, c'est compliqué, je pense, de faire un parcours de carrière si on n'a pas un minimum de formation, de background finance. Et je l'ai senti rapidement et ça m'a permis de croître plus rapidement, d'avoir un minimum de base de comptabilité, de contrôle de gestion, c'est fondamental pour rapidement pouvoir comprendre ces concepts-là en entreprise, puisque beaucoup de choses sont autour de la finance. Le troisième mot, c'est client. C'est client parce qu'en fait, dans mon parcours, je me suis aperçu que j'ai beaucoup progressé au contact des clients. Les clients, c'est fondamental, ils vous tirent vers l'avant. Donc, je peux que dans votre parcours, dans les 10 prochaines années, vous confronter à des clients, c'est fondamental. Ça vous fait croître puisque les clients sont contents, mais aussi pas contents. Et quand ils ne sont pas contents, il faut progresser très rapidement. Le quatrième point que j'ai envie de vous dire, c'est l'envie. En fait, j'ai eu beaucoup de chance dans le groupe Engie, c'est qu'à chaque fois, j'ai eu beaucoup d'envie sur les postes que j'ai occupés. Et l'envie est vraiment le principal moteur de l'excellence en entreprise. Que ce soit pour vous ou pour les autres. Lorsque je choisis toujours des collaborateurs, lorsque j'embauche des collaborateurs, la principale chose qui me drive dans mon choix, c'est l'envie des gens que je vois en face de moi. Qu'ils soient plus ou moins expérimentés, plus ou moins brillants, l'envie est fondamentale, puisqu'avec l'envie, on peut faire énormément de choses. Et c'est grâce aussi à ça que j'ai pu avoir un parcours très intéressant de carrière depuis 20 ans. Et enfin, c'est le changement. Le changement, vous l'avez compris, aussi bien avec mes collègues avant que pour mon parcours. J'ai beaucoup changé, à la fois d'activité, à la fois de pays, d'environnement. Et ça, c'est formateur parce que ça vous remet en cause, ça vous redonne une nouvelle dynamique à chaque fois. Donc, principalement dans les 15 premières années, ce qui est probablement le cas de beaucoup d'entre vous, je vous encourage à changer beaucoup. Tous les 2-3 ans, c'est intéressant de pouvoir changer parce que vous continuez à croître rapidement. Et se remettre en cause dans un nouvel environnement, dans un nouveau pays, dans un nouveau métier, c'est passionnant et ça vous continue à vous donner de l'envie. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire aujourd'hui et je serais content de répondre à des questions si vous en avez.
Merci, Monsieur Renard, et de manière générale, merci, Monsieur, pour ces 3 témoignages. Nous allons donc passer à la partie des questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions soit par écrit dans le chat ou en mettant la réaction pour les poser à l'oral. Et je vais tout de suite donner la parole à Lucas Sornin. Merci Maxime et merci pour les 3 interventions, c'était passionnant. Une question qui a trait au fait que vous avez tous les trois un point commun, c'est que vous avez initialement un bagage plutôt technique, donc des profils ingénieurs, par la suite spécialisés donc avec 2 MBA pour Sciences Po et puis par le fil de l'expérience sur des profils plus généralistes. Mais donc, vous aviez quand même initialement ce profil technique, et pour des profils de Sciences Po, par exemple, qui souhaitent évoluer dans le domaine de l'énergie, comment est-ce que c'est possible de compenser potentiellement le manque d'expertise sectorielle technique, de se construire potentiellement une crédibilité sur des sujets comme l'énergie, si on a des connaissances assez limitées de ce point de vue-là. Je vois ceci dit que dans les 5 points que M. Renard évoquait, enfin les 5 direction à retenir. En réalité, du point de vue technique, je vois a priori que la finance, et on parlait plutôt d'un bagage. Donc, est-ce que ce serait en réalité pas si fondamental que ça? Je me sens un peu légitime pour répondre à la question, n'étant pas ingénieur, le seul. Effectivement, je pense que Samuel avait raison. Hein. Sans finance, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment gérer une entreprise, un projet, ça c'est essentiel. Est-ce une compétence technique? Après, il y a vraiment des grands spécialistes de la finance, mais bon, je pense que là, on parle plutôt de finance corporate, de bonne compréhension déjà des règles de la comptabilité, puis ensuite de la finance. Je ne sais pas si Samuel confirme, mais il y a plein de jeunes qui débarquent sans avoir la moindre idée de comment un compte d'exploitation se construit, et ça, c'est vraiment une compétence qu'il faut absolument avoir, aussi bien qu'en anglais. Hein, c'est essentiel. Et puis après, moi, mon vécu par rapport au monde des ingénieurs ou des spécialistes techniques de manière générale, c'est qu'il faut comprendre si le spécialiste que vous avez devant vous est quelqu'un qui a une vision générale, s'il sait répondre à ces questions, si vous pouvez vous appuyer sur lui. Le plus important pour moi, c'est le management des compétences. C'est donner à chacun la possibilité de s'exprimer au mieux, de le mettre en position de confort pour que le spécialiste puisse apporter sa spécialité au projet. Après, ça peut être un spécialiste dans n'importe quel domaine. Et vous aurez affaire dans votre vie professionnelle à des médecins, à des psychiatres, à des spécialistes dans plein de domaines. L'ingénieur, c'est une formation fondamentale, très intéressante. Je regrette de ne pas avoir fait Polytechnique, mais fondamentalement, il y a des spécialistes et puis il y a des généralistes. Et là, je pense, en tout cas pour ce qui me concerne, ma carrière a toujours été plutôt généralistes pour essayer d'encadrer des grands projets, de les porter vers le développement, pour construire quelque chose. Voilà. Alors, personnellement, je suis d'accord avec Marco. Il y a en effet la finance, c'est très important aussi parce qu'on est confronté de plus en plus à des modèles économiques. Donc, jusqu'à pas longtemps, les modèles étaient assez simples. Il y avait des revenus, il y avait des tarifs réglementés et on construisait des business plans avec ce type de données. Aujourd'hui, on est plutôt sur de la multiplication de services. Donc, ça devient c'est des modèles qu'il faut construire, modèles financiers qui sont pas si simples. Donc, la finance, c'est quand même très important. Mais là où vous avez, Sciences Po, vous avez vraiment votre rôle à jouer, c'est la réglementation. Aujourd'hui, je dirais qu'un tiers, il y a de la finance, parce que de l'ingénierie financière, il en faut pour pouvoir faire sortir les projets de terre, parce que sinon, c'est très compliqué. La technique, il en faut, mais aussi la réglementation, parce qu'on se heurte aujourd'hui à de la réglementation qui est très lourde, qui est là depuis des décennies, et qu'il faut commencer et sur laquelle il faut travailler. Et il faut arriver à trouver la façon pour convaincre les régulateurs, les différents acteurs, parties prenantes qui travaillent là-dessus, pour qu'ils vous comprennent, vous techniques et vous financiers, pour arriver à faire de sorte que on puisse avoir une percée et acter cette transition qui prend du temps et qui va être très longue. Mais en tout cas, là, comme vous dites, vous, pour comprendre la technique, vous devez
vous entourer par des gens, comme dit Samuel, qui ont l'envie de faire, l'envie des ingénieurs qui ont envie et envie de se faire comprendre. Donc, qui ont envie de vous expliquer comment ça marche. Ce n'est pas compliqué. C'est compliqué si on rentre dans le détail. Mais vous n'allez pas devoir rentrer dans le détail. C'est l'ingénieur qui va rentrer dans le détail. Vous avez besoin de comprendre les grandes lignes, les grands enjeux. Et c'est là que vous aurez des bons ingénieurs qui ont envie de vous faire comprendre. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer aux questions des utilisateurs, des étudiants présents, pardon. Xavier, si tu veux poser ta question à l'oral. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour vos témoignages. J'avais une question par rapport aux grands groupes de négoce en matières premières, en pétrole, en gaz, etc. Est-ce que vous prévoyez une disparition à court, moyen, long terme ou plutôt une mutation? Monsieur Renard, éventuellement. Oui, alors je pense qu'effectivement, ils ont compris que le monde allait changer. Donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le monde va se décarboner et on ira dans ce sens-là. Ça va prendre combien de temps? Ça va prendre entre 30 et 100 ans, je dirais. Donc, le phénomène de migration et de transformation de ces grands groupes a déjà démarré. Il suffit de regarder aujourd'hui les enjeux, enfin les déclarations de Shell, Total, BP, tous ces grands groupes ont démarré une stratégie d'investissement massif dans les renouvelables. Alors, ce n'est pas pour demain, ça va prendre du temps avant que le monde soit complètement décarboné. Et si on regarde la vision européenne, américaine ou nord-asiatique, on voit que globalement, oui, il y a des pays qui ont démarré aujourd'hui une stratégie de décarbonisation avant que l'Inde, l'Afrique et les pays d'Amérique du Sud, pour ne citer que cela, puissent se passer du pétrole et du gaz. Il va falloir très, très, très longtemps. Donc oui, ça va commencer, oui, ça a démarré, maintenant ça va prendre du temps. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que M. Venturini ou Zagaria, vous voulez compléter? Moi, mon expérience récente, certes, avec les groupes de trading, il y a pour moi une différence entre les producteurs d'énergie qui vendent ensuite sur le marché, et ça, c'est un métier intégré, je dirais, de la chaîne de valeur d'un Total, d'un BP, d'un Shell. Et après, il y a des vrais acteurs du trading de matières premières. Et ça, c'est des Trafigura, des Vitol, des gens comme ça. Ce sont des grands spécialistes du trading, d'un sens de la mise en relation entre producteurs et consommateurs, mais avec aujourd'hui une spécialité, un niveau d'efficacité, de rapidité dans les trading, dans les transactions, qui est étonnante. C'est un métier en soi, dont la création de valeur collective peut être discutable, mais en tout cas qui génère beaucoup de marge pour ces grands groupes qui sont énormes. C'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de chiffres d'affaires dans le négoce de matières premières. Et je pense que c'est un monde qu'il faut connaître. Il faut absolument se rendre compte que le pétrole, par exemple, passe à peu près demain 9 fois entre la production et la consommation, en moyenne. C'est-à-dire que le trading des matières premières fait partie des prix, fait partie de l'économie d'aujourd'hui. Et si on veut décarboner, il faut que ces acteurs-là jouent le jeu aussi. Et ils ne spéculent pas entre le prix du carbone, les prix de l'énergie, etc., mais qu'ils soient également orientés vers la décarbonation de l'économie. Merci beaucoup. On va passer à une question suivante. Je laisse la parole donc à Jean-Sixte Mulzan, s'il veut poser à l'oral. Oui, bonsoir à tous. Merci pour votre présentation d'abord. Personnellement, j'ai fait une formation d'ingénieur avant de rejoindre Sciences Po, que je viens de rejoindre juste après la fin de mon école d'ingénieur. Et je me pose beaucoup de questions sur justement un peu mon positionnement professionnel. Je ne sais pas, peut-être que ça concernera d'autres personnes aussi ce soir, avec un peu cette double casquette. Comment est-ce que finalement on peut valoriser dans un parcours cette vraie double casquette? Qu'est-ce qu'on en tire? Donc, question peut-être plus pour M. Zagari-Visconti. M. Renard, même si du coup, vous n'êtes pas passé par Sciences Po, mais vous avez eu un... Monsieur Zagariga. Oui.
Donc, oui, la double casquette, ça, je pense que les entreprises ont besoin de ça. Ont besoin d'avoir des profils, des doubles profils qui leur permettent justement de jouer le trait d'union entre, par exemple, la finance ou la partie ou d'autres sphères de l'entreprise, les ressources humaines et la technique. Donc, l'ingénieur, en effet, s'il arrive à puiser dans ces deux compétences qu'il a pu acquérir au cours de ses formations, il a tout gagné l'entreprise. Donc, il faut bien se mettre, arriver à trouver les leviers qui font que l'entreprise trouve l'intérêt d'avoir des profils comme vous. Et je pense qu'en fonction de la formation que vous avez eue au niveau de l'ingénieur, il y a toujours des postes intéressants, pas forcément qui existent, c'est à vous de les créer, d'arriver à trouver. On est quand même dans un monde qui change, qui évolue très rapidement et qui s'accélère. Et aujourd'hui, il y a moyen d'arriver à proposer aux entreprises des liens qui n'existaient pas avant. Et c'est à vous après de les trouver en fonction de vos envies. Merci, M. Sagaliga. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser, comme je le rappelle, en écrit, à l'écrit ou à l'oral. Sinon, vous pouvez les dire directement là, maintenant. Lucas, peut-être, ou Sophie? Alors moi, je vais vous poser une question. Alors, comme je ne suis plus étudiante, je n'ai pas forcément une question d'étudiante, mais je vais profiter du fait qu'on vous ait là autour de la table ce soir pour vous demander, à votre sens, on a vu la semaine dernière la signature d'un traité essentiel pour la coopération franco-italienne qui a eu lieu à Rome avec le traité du Quirinal, et on sait que dans cette coopération renforcée entre les deux pays, le thème de l'énergie sera un des thèmes centraux, en tout cas qui sera touché. Quelle est un peu votre vue sur ce sujet? Est-ce que vous avez eu le temps d'analyser un petit peu l'impact de ce traité? Est-ce qu'il aura un impact dans le secteur de l'énergie par ailleurs et dans la coopération franco-italienne sur ça? Et qu'est-ce qu'on pourrait en fait voir comme piste à l'avenir dans la coopération franco-italienne à l'aune de ce traité? Je peux peut-être. J'ai eu la chance de participer au colloque au Sénat il y a quelques jours, justement, autour de ce traité qui est très important. Il faut savoir que c'est un niveau de coopération diplomatique internationale que la France a uniquement avec l'Allemagne. Donc, en gros, c'est un traité de portée internationale majeure qui met la relation franco-italienne au même niveau, en tout cas en Europe et à l'international, que le niveau franco-allemand. Et donc, c'est très important sur le plan diplomatique, et ça arrive après une période très compliquée dans laquelle les relations étaient, à peu dire, froides. Deuxième sujet, l'Italie a reçu, je dirais, à peu près 3 fois plus, sauf erreur, de fonds publics pour la relance, ce qui crée aujourd'hui des opportunités très, très importantes sur un marché qui est un très fort développement. C'est plus 5-6% de PIB annoncé pour cette année, pour l'année prochaine et l'année suivante. Et troisième sujet, on ignore, ou en tout cas, on ne sait pas toujours qu'il y a des secteurs dans lesquels l'Italie a beaucoup d'avance. C'est le luxe, on en parle toujours, mais il n'y a pas que. Il y a la capacité des PME italiennes d'innover, d'exporter. Il y a plein de secteurs de coopération possibles. Après, il y a également aussi une vraie compétition entre la France et l'Italie. On se bagarre tout le temps. Il suffit de regarder les bagarres récentes de Luxottica, mais il y en a tous les jours. Et ça a toujours été le cas. Chez Veolia, ce n'était pas facile de rentrer sur le marché italien. Il faut le savoir, il y a, comme toujours, les amis de longue date ont aussi quelques différends. Mais ce traité est quand même majeur en termes de coopération, en tout cas voulu par les gouvernements. Par exemple, le fait qu'un membre du conseil des ministres français participe au conseil des ministres italien tous les mois ou tous les 3 mois et vice-versa, c'est majeur. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce type de participation. Il y a des coopérations sur l'éducation. Les ABAC va être promu un peu partout en France. On est là dans un contexte, à mon avis, très particulier, dans lequel il y a une volonté politique des deux pays
des gouvernants qui ont vraiment envie de le faire et des fonds publics pour accompagner cette croissance. Donc, l'Italie étant le deuxième partenaire de la France, si vous avez envie de vous y lancer, c'est vraiment le bon moment, quoi. Je sais pas, Samuel, vu de ton côté en Italie, ça… Alors, moi, de mon côté, en Italie, effectivement, comme tu le soulignais, au-delà du traité, en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu donc les fonds de relance post-Covid sont très, très significatifs, hein, pour l'Italie. Je crois que c'est 160 milliards, si je me rappelle bien, 140, 160 milliards, donc énormément d'argent qui arrive sur les marchés italiens, et notamment avec un volet énergie très important. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est à l'aube d'une transformation très importante dans le monde de l'énergie. Effectivement, si c'est un secteur qui vous intéresse, c'est un très bon secteur aujourd'hui sur lequel on peut démarrer une carrière, puisqu'on est vraiment sur un secteur qui va encore beaucoup évoluer dans les 20 prochaines années, et dans lequel il va y avoir une aspiration de jeunes talents pour accompagner la transformation dans laquelle les pays, que ce soit l'Italie ou la France ou d'autres, vont devoir prendre. La question de fond sur l'Italie, alors moi je vis au quotidien la problématique italienne d'une certaine partie qui est liée à la lourdeur de la mise en œuvre des décisions, des décisions nationales. Et c'est le point d'interrogation que je peux avoir sur l'Italie, c'est est-ce que l'Italie va être capable, pour être très simple, de prendre 160 milliards d'euros et concrètement les injecter dans le système. On voit que c'est très compliqué entre Rome, les régions, l'Italie est un État fédéral avec un très fort pouvoir des régions. Et donc, c'est très politisé localement. Et donc, la capacité aujourd'hui d'Italie à injecter cet argent au-delà du traité, mais comme je le disais, dans le cadre de prendre le plan de relance et de faire en sorte qu'il y ait un vrai boost sur le secteur de l'énergie, c'est un point d'évaluation. Mais même si ça n'arrive pas dans les 2 prochaines années, le message que je veux vous passer, c'est que globalement, le secteur de l'énergie, il est parti sur une traîne. On ne pourra pas revenir en arrière. L'enjeu, je considère moi que l'enjeu de la décarbonisation est le plus grand enjeu que l'humanité, depuis 30 000 ans, a devant elle aujourd'hui, parce qu'on parle sinon d'extinction de l'espèce. Et donc, et le secteur de l'énergie est un secteur clé pour y arriver. Donc, c'est un bon secteur. Je voudrais revenir sur la première question qui a été posée, que je n'ai pas pu répondre, mais moi, je pense qu'en fait, effectivement, on peut ne pas être ingénieur, on peut ne pas être financier. Moi, je pense que ce que les entreprises cherchent, c'est les jeunes qui ont vraiment envie de s'investir. Et moi, c'est ça le message que je veux vous passer. Et l'envie de s'investir, ça se voit comment? Ça se voit par des gens qui vont ou faire un double diplôme, dont on a parlé tout à l'heure, ou qui vont s'intéresser à travers leur hobby, à travers leurs intérêts particuliers à quelque chose, et ça peut être l'énergie. Et en fait, c'est ça qui est fondamental, c'est qu'on ne peut pas être ingénieur, on ne peut pas être financier, mais on peut avoir une carrière et être pris tout de suite sur des postes, même en début de carrière, dans l'énergie, sur des postes qui sont peut-être un peu plus techniques, mais si vous êtes capable de montrer que l'envie et que les secteurs de l'énergie vous intéressent, vous pouvez convaincre un recruteur. Et donc ça, je pense que c'est fondamental de le dire, c'est que voilà, si vous passez des entretiens dans les prochaines années ou dans les prochaines années, rappelez-vous de ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut faire basculer entre un ingénieur ou quelqu'un qui n'est pas ingénieur. Si vous avez plus d'envie dans l'entretien, le cœur peut basculer. Je ne sais pas si mes collègues… Entièrement d'accord. Ouais. Merci beaucoup. D'accord. Surtout des jeunes avec des idées. On est en tout cas dans un monde où l'innovation prime. Donc, il y a beaucoup de marchés de niche qui se créent et qui sont de niche, mais il y a beaucoup de travail à faire. Il faut vraiment envie de s'investir parce qu'il y a vraiment des choses à découvrir. Je pense que le métier qu'on aura d'ici 5 ans, ils existent. Alors, il y a 10 ans, on parlait de 10 ans, mais là, je pense qu'on parle d'une échelle de 3, 4 ans, 5 ans pour définir les métiers du futur. Donc, il faut vraiment avoir envie, laisser de côté un peu l'ancienne culture qui était sur des acquis et vraiment se remettre en cause pour développer des nouveaux modèles et des nouveaux métiers. En tout cas, pour revenir aux opportunités qui sont en train de se créer entre l'Italie et la France, moi, à mon niveau, je vois que c'est en train il y a des passerelles qui sont en train de se créer.
il y a dans le domaine de l'énergie, il y a beaucoup d'interactions au niveau de l'Europe, entre Terna, c'est les TSO français et italiens, Terna et RTE. Et il y a beaucoup de sociétés aussi italiennes qui sont en train d'investir lourdement en France et vice-versa dans le domaine des infrastructures et de l'énergie. Parce qu'il y a des savoir-faire qui ont été développés dans les deux pays et auxquels les pays peuvent profiter. Merci beaucoup. On va ensuite passer à une question de Peter Campobasso, si tu souhaites la poser à l'oral. Sinon, on va continuer avec celle de Lucas. Ah, pardon. Vous m'entendez? Désolé, j'avais pas coupé le micro. Du coup, ma question, c'est, ça revient à ce que disait Samuel et sur la question de comment se valoriser en nos profils, surtout pour un groupe comme Engie, où j'ai eu une expérience déjà un petit peu avec Suez, où je vois à quel point le profil d'ingénieur est important et valorisé plus qu'un profil un peu généraliste Sciences Po. Et même avec toute l'envie du monde, je vois qu'il est quand même très difficile d'arriver à ce stade d'entretien pour pouvoir montrer cette envie qu'on pourrait avoir de vraiment s'investir dans les énergies renouvelables. Donc vraiment, si cette piste double diplôme n'est pas possible pour l'instant, comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment montrer que cette envie est là, pour pouvoir basculer à cette stade d'entretien, pour pouvoir encore plus montrer qu'on a l'envie. Je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui me tient vraiment à cœur de savoir comment on peut faire ça avec quelques expériences et ne pas être totalement débutant non plus. Merci. Est-ce que Marco, par exemple, souhaite répondre? Mon expérience, évidemment, hein, je n'ai pas de double diplôme au sens propre du terme, dans le sens où vraiment, je n'ai jamais été confronté aux problématiques scientifiques, techniques. Je ne suis vraiment pas ingénieur, mais pour autant, j'ai toujours trouvé dans toutes les boîtes, que ce soit Veolia, Paprec, le Fonds américain ou aujourd'hui Waga, un besoin fondamental de manager. Manager au sens organisateur, finalement, des projets, du travail, vision stratégique, vision d'ensemble, que ce soit l'analyse marketing, l'analyse stratégique, l'analyse financière, la gestion des hommes et des femmes, c'est fondamental. Les boîtes, les entreprises manquent de gens capables de gérer, de prendre le courage de prendre des décisions. C'est à mon avis le plus important. Je pense que c'est ce profil-là, c'est cet aspect-là du profil qu'il faut soigner le plus possible. Surtout quand on n'est pas ingénieur, parce que c'est clair qu'on part avec, on démarre la carrière avec un handicap, mais il est très vite comblé si on est capable de mettre à disposition des organisations autre chose, et notamment cette vision d'ensemble. C'est en tout cas le conseil que je donne sur la base de mon expérience. Ça ne m'a jamais empêché de progresser, de faire des choses amusantes, de changer. Je pense que Samuel a raison, hein, il faut aussi changer souvent. On devient très vite obsolète dans une organisation. Les gens qui s'accrochent, en général, deviennent pas sympathiques d'abord, pas utiles, pas performants, alors que, voilà, avoir à la fois la niaque, l'envie et donc l'envie de changer aussi, mais aussi la vision générale d'un ensemble, apporter son énergie, pour moi, c'est plus important que d'avoir une spécialité de niche. Voilà. Merci. On va continuer avec une question de M. Andrea Barbara, qui vous demande si l'énergie nucléaire de deuxième génération est une véritable et incontournable source d'énergie verte. Monsieur Renard, peut-être? On rentre sur un débat. Alors, ce n'est pas une énergie verte, hein, juste pour vous redonner quelques chiffres, en fait, juste comme ça, quelques chiffres. Hein. Lorsqu'on produit l'échelle de production entre une centrale à charbon et une centrale nucléaire, c'est du rapport de 150, c'est-à-dire qu'on produit 6 grammes pour produire, si je me rappelle bien, 1 kWh d'énergie, de CO2 lorsqu'on produit à partir de centrales nucléaires, on en produit 800 lorsqu'on en produit à partir de charbon.
c'est 40 pour le wind, 37 pour le solaire et 400 pour une centrale à gaz. Donc, le nucléaire n'est pas complètement vert, puisqu'il lui aussi, il produit du CO2. Hein, quand je dis vert, au sens de a-t-on un impact sur le réchauffement climatique ou non. Donc, le nucléaire, non, n'est pas complètement vert, mais est très, 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 très faible et encore plus faible que les énergies renouvelables, hein, puisque produit tellement d'énergie, une centrale nucléaire, que globalement, le CO2 que le chantier a utilisé au départ pour se créer et pour faire tourner cette centrale est extrêmement faible. Et donc, effectivement, moi, je considère qu'aujourd'hui, le nucléaire est quelque part vert dans ce sens-là. Maintenant, le nucléaire a d'autres problématiques. Je ne sais pas si on va rentrer sur ce débat-là, mais a d'autres problématiques qui fait qu'aujourd'hui, sur certains pays, j'ai tendance à dire que oui, c'est plutôt une bonne solution de continuer à rentrer dans le nucléaire de deuxième génération. Dans d'autres pays qui ne sont pas complètement stables politiquement et géopolitiquement sur le long terme, c'est quand même des sujets qui peuvent poser question, quoi. Donc, en ce qui me concerne, j'ai plutôt tendance à dire qu'en tout cas, le nucléaire a sa part dans le mix énergétique de demain. Est-ce que M. Zaghariga veut compléter? Je crois que il y a des décisions politiques derrière tout ça. Et personnellement, je vois que aussi des amis qui ont travaillé dans le nucléaire dans le passé. Aujourd'hui, la France, l'intérêt, c'est celui de garder cette connaissance dans ce domaine, parce qu'on ne construit plus de centrales nucléaires en France. Donc, et cette connaissance est en train de partir. Alors, les gens partent à la retraite et il n'y a pas de renouvellement. Donc, si on veut renouveler, ce n'est pas de nouvelles grosses centrales, parce que si on voit déjà au Royaume-Uni le temps que ça prend pour construire une centrale nucléaire et les coûts. Donc, dans le mix, oui, pourquoi pas. Maintenant, en France, il y a déjà, on ne va pas rentrer dans le débat, mais dans le mix, je crois que pour garder ces compétences, oui, maintenant, si on veut multiplier des petites centrales, on revient à la problématique de la sécurité, les problématiques de la cybersécurité, parce que ça multiplie les actifs avec les risques annexes. Donc, et puis encore, où est-ce qu'on va les installer? Il y a toujours des problématiques. Aujourd'hui, déjà, les éoliennes, on voit que, alors, je suis le premier, hein, je vois que c'est un problème, il y a un problème d'impact environnemental et paysager. Les centrales nucléaires ont aussi leur impact. Donc, c'est un sujet qui forcément mène à la discussion. Merci beaucoup. Je vois pour l'instant qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat ni à l'oral. Si c'est toujours le cas, je vais peut-être passer la parole à Sophie pour quelques mots de conclusion. Oui, effectivement, il est 19h30, donc au final, c'est un timing parfait, dirais-je. Donc, merci aux intervenants de vous être prêtés à ce jeu de questions-réponses avec les étudiants, mais aussi avec certains alumni. Donc, pour avoir donné vos conseils d'un côté à ceux qui en recherchent actuellement, et pour avoir pris le temps aussi de discuter un peu de relations franco-italiennes et de nucléaire avec les alumni. Je pense que cet exercice a été en tout cas très, très intéressant pour les étudiants, et vos conseils avisés certainement utiles. Je voudrais en conclusion rapidement rappeler les prochains événements qu'on organisera en tant que section Italie et cercle franco-italien, pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc déjà, si vous ne le faites pas, vous pouvez suivre nos actualités via la page des alumni Sciences Po, donc sur les onglets relatifs au cercle, à la section Italie, parce que j'ai vu que certains d'entre vous ne connaissaient pas forcément, j'ai reçu des messages me disant qu'ils ne connaissaient pas nos organisations. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les organisateurs pour être au courant des prochains événements. Il y en a certains qui seront organisés à Rome, d'autres à Milan, d'autres à Paris. À Rome, notamment, il y a eu une rencontre avec l'ambassadrice auprès du Saint-Siège qui a eu lieu la semaine dernière. Et dans les prochains mois, une rencontre est prévue avec l'ambassadrice auprès des agences des Nations Unies à Rome. 2 apéros de networking qui verront aussi la participation des alumni HEC
de Rome. Et par ailleurs, je signale l'organisation des 150 ans de Sciences Po qui aura lieu à Rome au courant du mois de mai en partenariat avec l'ambassade. Donc, les informations ne sont pas encore détaillées à ce stade, mais n'hésitez pas à suivre justement l'actualité des alumni Sciences Po si vous voulez en savoir un peu plus. Il y a aussi des événements à Milan qui sont prévus. Également, rester en contact via les réseaux sociaux. Et à Paris aussi, nous avons les initiatives plus formelles d'événements, mais aussi informelles, parfois des dîners ou des visites d'expositions que nous organisons. Donc, surtout, n'hésitez pas à rester en contact avec nous. Et pour ce cycle carrière, nous organiserons 2 prochains événements donc, à partir de 2022 sur les métiers de l'agroalimentaire, toujours entre France et Italie, et du journalisme. Donc, pour tous les étudiants qui sont intéressés à ces sujets, restez également en contact avec nous. Un grand merci à nouveau à tout le monde et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Maximilien pour la modération également.